Salam alaikum, amis, auditeurs, téléspectateurs, abonnés, marhaba bikoum. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un homme, une œuvre, avec notre ami Abdelkader Ben Arab, auteur, écrivain, conférencier, intellectuel engagé, qui a écrit en 2010 aux éditions Alphabar un livre sur un personnage dont il va nous parler, qu'il va nous faire, pour beaucoup j'en suis sûr, découvrir, Frantz Fanon. Alors le titre c'est Frantz Fanon, l'homme de rupture. Cheikh Abdelkader, peux-tu nous parler du livre et puis en même temps du personnage qui mérite amplement à être connu et que, notamment en France, on continue à ignorer royalement. Bonjour. Tout à fait, oui. C'est un livre donc, que j'ai écrit en 2010. D'abord, c'était à l'origine un article de journal que j'ai dû écrire dans des journaux algériens. Je crois que c'était le quotidien d'Oran. Repris par aussi l'expression. Et en fait, pourquoi j'écris cet article? Parce que c'était la date anniversaire de la commémoration de la mort de Frantz Fanon. Et une de mes amies avec laquelle je travaille, qui est professeure à l'université de Dakar, donc m'a demandé de développer cet article, qui lui a énormément plu, d'en faire une plaquette et de le distribuer en Afrique. Voilà comment est né ce projet. Elle m'a demandé une vingtaine de pages. L'article initialement contenait à peu près, il comptait 5-6 pages. Elle m'a demandé d'en faire 15. Donc au fil de mon développement, je suis arrivé à 100 pages. Et c'est comme ça que le livre en fait est né. Alors Frantz Fanon est un personnage, j'allais dire, un peu mythique, puisque c'est un psychiatre qui est d'origine martiniquaise, donc né en Martinique, comme Aimé Césaire, comme Édouard Glissant et bien d'autres intellectuels martiniquais, qui est donc, il a fait sa formation en France de psychiatre et qui a trouvé une opportunité de poste en psychiatrie en Algérie. Nous sommes en 1953 et l'unité psychiatrique de Joinville, c'est-à-dire de Blida actuellement, donc était tenue, gérée par des psychiatres un peu dans le sillage du psychiatre Porot, etc., c'est-à-dire dans la psychiatrie coloniale. On était en plein dedans dans la psychiatrie coloniale qui était une psychiatrie fondée même sur le dogme racial avec si vous voulez, la séparation des malades selon qu'on était musulman ou chrétien, etc. Donc, le jeune Martiniquais, le jeune Frantz Fanon arrive à Blida et il était étonné, horrifié même par ce qu'il voyait, par ces pratiques coloniales qui n'étaient pas du tout dans l'ordre de l'humain. Donc, il a essayé de faire un peu d'ordre dans tout ce désordre, j'allais dire, dans toute cette déshumanisation. Il a essayé de mettre un peu d'ordre. Mais il s'est naturellement accroché, il s'est affronté, enfin frontalement, avec ses responsables qui étaient militaires, bien sûr, puisque tout était militaire en Algérie en 1953. Et donc il a eu beaucoup de problèmes. Il a malgré tout fait un travail considérable et un travail qui est resté jusqu'à aujourd'hui dans les annales et que les chercheurs et les universitaires utilisent toujours. Il a commencé par tenir compte de la dimension sociale, de la dimension religieuse, plus généralement de toute l'anthropologie. Il a fait appel à l'anthropologie pour l'introduire, si vous voulez, dans la pratique psychiatrique. Évidemment, ce qui n'a pas plu, si vous voulez, aux psychiatres, à la psychiatrie coloniale qui était fortement instituée et présente à Blida, et il a eu un certain nombre de problèmes. Et les gens qui venaient, si vous voulez, les malades qu'il soignait, d'origine algérienne, et il est allé en 1953, quelques mois après, il y a eu le déclenchement de la révolution algérienne, le 1er novembre 1954, il commençait à recevoir des malades
complètement désorienté, complètement enfin, affecté par la guerre, c'est-à-dire par les bombardements, par les éclats d'obus, par le fait d'être gazé par des armes, etc. Et ces gens-là, donc, présentaient une symptomatologie particulière. C'était des malades qui avaient pour cause principale la guerre. Donc, il a beaucoup travaillé sur ça. Et vu que c'est un humaniste né, j'allais dire, donc il avait cette fibre, il avait cette fibre d'humaniste, il a commencé à avoir des affinités avec ces gens-là, avec ces malades, et avec il commençait à réfléchir à la question de la guerre d'Algérie. Il a vu quand même une injustice, une grande injustice, lui qui était français, qui était médecin, qui avait un statut confortable et bien et tout. Et donc il a commencé à prendre des contacts avec des militants algériens de l'époque, c'est-à-dire des gens, les premiers militants algériens comme Chenderli, comme beaucoup d'autres, des contacts naturellement secrets. Et c'est comme ça qu'il a fini par rejoindre les rangs de la FLN, du FLN en 1956. Je rappelle juste qu'à l'intérieur de l'unité psychiatrique, il a tenu compte, sur le plan purement médical cette fois-ci, hein, il a tenu compte, si vous voulez, de cette dimension sociale, puisqu'il a fait construire une mosquée à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, chose qui n'a jamais été faite, réalisée avant lui, où les malades pouvaient se sentir mieux, c'est-à-dire histoire de dire que voilà, un malade, il fallait le remettre dans son élément culturel, c'est ce qu'il a fait. Évidemment, il a dû démissionner parce il vivait dans une espèce d'étau et dans une espèce de camisole où il ne pouvait plus, enfin ça commençait à se resserrer autour de lui, toutes les pressions, etc. Donc il a fui, il a pris le maquis avec ses frères maquisards algériens en 1956 et il a collaboré, il était un des grands rédacteurs de Al-Moujahid qui était l'organe du FLN, c'est-à-dire l'organe du parti, l'organe, la voix, si vous voulez, des militants et de l'Algérie. Voilà, donc en Tunisie naturellement, il a commencé à travailler et à faire beaucoup de propagande, notamment avec Mohamed Yazid, etc. Et le GPRA en 1958 l'a désigné comme ambassadeur du GPRA. Il était envoyé à Accra, c'est-à-dire l'ancienne Gold Coast anglaise, où il représentait l'Algérie, mais en même temps avec une arrière-pensée stratégique qui était celle d'élargir cette révolution algérienne à l'ensemble de l'Afrique. Ça, c'est un point très important. Dans l'optique était finalement la libération. Bien sûr, la libération de tous les peuples opprimés. Voilà, ça c'est un point important. Donc, j'ai évoqué ici assez rapidement et d'une manière schématique et grossière, j'allais dire, sa pratique médicale, son militantisme, mais aussi sa dimension intellectuelle, puisqu'il écrivait pas mal d'essais, notamment un qui est très connu, qui est resté un peu si vous voulez, la Bible de la jeunesse, l'évangile de la jeunesse et de la rébellion, qui est les damnés de la terre, traduit en 30 langues, Mu'adhiboul Ard, traduit en 30 grandes langues connues. Voilà à peu près le parcours de ce militant. Il était très intéressant parce que moi, ce qui m'a attiré chez lui, c'est que c'est un militant qui venait de la Martinique, qui n'était pas du tout algérien, qui n'était mu par aucun intérêt, par aucun... Ni religieux, ni un intérêt personnel. Il a tout simplement donné sa vie au service de la liberté, au service de l'humain, au service de la justice. Alors comment est-ce qu'il a été considéré par la France pendant et après la guerre de libération? Évidemment, pour la France, c'est quelqu'un qui a trahi son pays, puisqu'il était français et qui a été donc de l'autre côté de la barrière, qui a trahi la France. D'ailleurs, c'est à l'occasion en 2013 de plusieurs manifestations auxquelles j'ai participé moi-même, des conférences, etc., où on l'a imposé, j'allais dire en France, on l'a fait connaître et on a parlé de lui un peu partout.
où les gens commençaient à le découvrir, à le connaître. D'ailleurs, même en Algérie, les gens ne le connaissent pas beaucoup, en dépit du fait que beaucoup de stades, beaucoup d'hôpitaux, comme l'hôpital de Béjaïa par exemple, l'hôpital donc sur la colline, hein, n'est-ce pas? L'ancien, le vieil hôpital. Ouais, le vieil hôpital, toujours à côté du fameux fort Borj Moussa, juste à côté, en face, il y a le CHU de Frantz Fanon. Il y a aussi l'unité psychiatrique qui porte toujours son nom, à Blida. Et il y a aussi des grands boulevards, des hôtels qui portent son nom. Nous, on a essayé un peu de le faire connaître, de le médiatiser, de faire savoir un peu aux gens ce qu'il a fait. Et voilà, à peu près. Il y a aussi il y a son fils Olivier qui m'a écrit il n'y a pas longtemps pour m'inviter à assister justement à l'inauguration d'une place à Saint-Denis qui s'appelle la place Frantz Fanon. Et ça, c'est une nouvelle réjouissante pour tout le monde et c'est une reconnaissance, même tardive, mais c'est une reconnaissance méritée. D'un combattant de la vérité, puis de la Absolument, c'est un grand militant, c'est un grand militant qu'il faut... Je rappelle que ce livre que j'ai écrit sur lui, qui s'appelle donc Frantz Fanon, l'homme de rupture, a été traduit par les soins du ministère de la Culture algérien, qui a été traduit en arabe sous le titre Frantz Fanon, Rajul al-Qati'a, et qui a été également traduit en anglais, et un collègue de Paris 3, c'est donc un hispanophone, qui l'a traduit en espagnol, qui n'est pas encore et qui n'a pas encore été édité. D'accord, voilà. Très bien. Nous avons un projet de le faire. Bon, eh bien, merci beaucoup. Et comme vous aurez pu vous en rendre compte, je ne pourrais là que vous conseiller, et même fortement, la lecture de ce livre, afin d'y découvrir le parcours d'une vie d'un homme extraordinaire, d'un homme exceptionnel, d'un homme d'engagement qui, au-delà de ses convictions propres, de ses attaches, de sa confession, de tout ça, a eu une attache qui a été celle de la vérité, de la liberté, c'est-à-dire celle que nous devrions tous, nous, êtres humains, aujourd'hui, avoir. Hein, je rappelle que dans le Coran, il y a un verset qui dit « Inna akramakum indallahi atqakum » le plus proche de Dieu parmi vous est celui qui fait le plus preuve de taqwa. La taqwa, je suis en train de rédiger un livre sur ce sujet, c'est quelque chose, c'est notre nature primordiale, c'est notre nature foncière. C'est notre axialité, c'est notre droiture intérieure. Et finalement, c'est les gens qui sont le plus en osmose, en harmonie avec leur nature foncière et primordiale qui sont les plus proches de Dieu. Or, on voit que là sont évacuées complètement toute notion de sexe, de fortune, d'origine, d'ethnie, de race, de tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est complètement écarté. C'est vraiment la qualité foncière de l'être humain qui est mise en avant. Et dans ce livre, alors c'est vraiment ce que tu as su montrer, c'est que Frantz Fanon fait partie de cette classe d'hommes qui, sachant transcender tous les cadres, a su jusqu'au bout rester attaché à ses idéaux, notamment de liberté et de dignité. Et il est mort, donc enterré en terre algérienne. Il est enterré à Ain Defla, qui est la wilaya de Tarf, près de Annaba, donc où j'étais invité moi-même avec son fils Olivier à inaugurer la stèle. Et nous avions donc à l'époque proposé au Wali qui était avec nous, de Tarf, qui était un Wali aussi très instruit et très engagé aussi, que je remercie au passage, qui donc, on lui avait proposé de débaptiser le village qui s'appelle Ain Karma, donc qui n'avait pas un sens particulier, ni une référence historique particulière, et de le renommer en fait le village de Frantz Fanon, c'est-à-dire Frantz Fanon. Je ne sais pas ce qu'il en est depuis. Espérons que ça aboutisse, voilà, et que le nom d'un tel grand homme soit conservé. Espérons-le. Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose et que nous nous retrouverons bientôt à nouveau pour aborder une thématique qui nous touche et qui nous préoccupe tous, celle de la vérité et de la liberté. Encore merci et à très bientôt. Salam alaikum. Merci.